sera la grande nouveauté du championnat du monde d'endurance 2026. Genesis Magma Racing débarquera en mondial l'année prochaine avec sa GMR 001 Hypercar. 2 exemplaires qui seront engagés à temps complet l'année prochaine pour les 2 équipages qui ont été récemment dévoilés, à savoir André Lotterer, Pipo Derani et Mathis Jobert d'un côté, Mathieu Jaminet, Dani Juncadella et Paul Louchatin de l'autre. Genesis Magma Racing qui poursuit actuellement le développement de son hypercar avant l'homologation qui doit intervenir sous peu pour l'entité satellite de Hyundai et qui a donc réalisé une dernière séance d'essai en 2025 sur le circuit de Barcelone, un événement sur lequel Endurance Info était convié pour suivre au plus près de l'équipe et des pilotes ce dernier moment de roulage en 2025. Nous allons donc aborder cette session d'essai avec Thibaut Villemont qui était sur place dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Thibaut, salut, donc tu étais à Barcelone en fin de semaine dernière sur le circuit de Montmeló près de la cité catalane où donc Genesis Magma Racing, je le disais en introduction, a procédé à ce qui est la dernière séance d'essai 2025 pour poursuivre le développement de sa GMR 001 Hypercar qui, on le rappelle, répond au règlement LMDH. Une séance d'essai qui vient compléter, Thibaut, un programme très actif pour Genesis et l'ensemble de l'équipe technique, mais aussi des pilotes. La première question que j'ai envie de te poser sur ce roulage, Thibaut, c'est quel était le but premier? On sait que Genesis a beaucoup travaillé sur la fiabilité en début de séance de développement, comme le veut la logique, a pu ensuite enchaîner sur la performance, a aussi roulé sous la pluie. Là, sur cette nouvelle séance, quel était un petit peu le propos majeur pour l'équipe Genesis Magma Racing? Salut Pierre, salut à tous. Oui, comme tu le disais, tout d'abord, il a fallu dégrossir tout ce qui était fiabilité, débugger les systèmes, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, c'est une toute nouvelle voiture, appuyée, qui se base sur un châssis Oreca, mais tout le reste était neuf. Donc il y a eu pas mal de travail fait là-dessus. Il y a eu quelques soucis quand même rencontrés au niveau du moteur, mais rien de très très alarmant, c'est un petit peu des soucis inhérents à toute nouvelle auto. Et là, depuis 2 séances au niveau du moteur, ça va mieux. Et donc là, ils avaient choisi de prendre Barcelone, qui n'est pas un circuit visité par le WEC, mais qui est un circuit qui est très stressant pour la mécanique et qui notamment est doté de vibreurs qui sont assez contraignants. Donc là, c'était pas une première, mais ils ont décidé de venir avec 2 autos. Il y en a une qui était vraiment basée sur justement ce travail de setup, de performance, et l'autre qui était destiné à travailler sur l'électronique, le software et notamment tout ce qui est utilisation d'énergie, le PPU management et notamment voilà il faut savoir qu'en WEC aujourd'hui on n'est plus sur de la performance pure, on n'est plus sur un championnat de dynamique du véhicule, d'électronique, de software, et justement il faut vraiment que les concurrents arrivent à bien gérer le niveau de puissance et des fois notamment quand les circuits sont bosselés, notamment quand on passe sur les vibreurs, peut y avoir des overshoots. Et ça c'est excessivement important parce que pour les éviter les pénalités, les constructeurs doivent prendre une certaine marge. Et forcément, plus elle est petite, mieux c'est. Et des fois, elle est assez conséquente et elle peut faire perdre énormément. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de BOP, mais déjà un constructeur doit avant tout réussir à extraire le niveau de puissance qui lui est alloué par la BOP. Et ça, c'était un des gros axes de travail de cette séance, mais ça va aussi l'être pour les prochaines séances et même, j'ai envie de vous dire, durant toute la première partie de saison, voire même après. Oui Thibaut, on avait vu ces fameux overshoots dont tu parlais, ces dépassements de puissance, la puissance maximale autorisée, comme tu le disais, par la BOP. C'est un souci qui a été vu chez plusieurs concurrents par le passé. On se souvient de Porsche qui avait notamment travaillé à améliorer sa voiture pour solutionner ce problème. Le moteur également, Thibaut, tu en parlais, on rappelle que c'est la base d'un moteur de WRC, le championnat du monde des rallyes dans lequel Hyundai est engagé et qui a donc, l'équipe technique a donc pris comme base de travail ce moteur 4 cylindres pour le transformer en V8. De ce que tu as pu avoir comme retour des pilotes, ils sont pour l'instant satisfaits, on va dire, de cet élément et plus globalement du groupe motopropulseur de la voiture, où il y a encore beaucoup de travail sur ce point. Bon, il y a beaucoup de travail surtout, j'ai envie de vous dire, on l'entendait même quand on était en bord de piste, quand la voiture passait devant nous. Mais comme nous disait Cyril Abitboul, il n'y a pas de raison, il sort le niveau de puissance qu'il faut, il y a effectivement des petits réglages à faire ici et là, peut-être au niveau des vibrations, mais il y a rien d'alarmant à ce stade. C'était quand même pas sorcier
risqué ce qu'ils ont fait. Ils sont pas partis dans une direction totalement inédite, comme tu le disais, en se basant sur ce moteur WRC. C'est un schéma qui avait été déjà utilisé par Pipo Moteur à l'époque au moment de faire le V8 de la Glickenhaus, et ça avait très bien marché. Tout comme ils ont opté pour le règlement LMDH pour gagner du temps, ils ont opté pour un tel moteur pour gagner du temps aussi, parce que ça pressait. Donc dans un monde idéal, ils auraient préféré certainement partir sur un 6 cylindres qui est plus en adéquation avec leur moteur de route. En l'occurrence, ils ont opté pour la voie de la sagesse, et je pense qu'ils en tireront bénéfice. Donc aujourd'hui, non, clairement, c'est vous dire que c'est parfait, ce serait faux, parce qu'en plus tout est lié, tout est vraiment, tout marche ensemble. Mais c'est pas le principal point d'inquiétude, si on peut parler de point d'inquiétude, parce que c'est tout ce qui est software électronique, comme je disais, qui va constituer le gros du travail. Mais à ce stade, c'est totalement normal. Oui, avec la base technique choisie par Genesis, avec ce châssis Oreca qui est très éprouvé maintenant. Thibaut, on l'a vu avec Alpine en WEC, on le voit également avec l'Acura RX06 en IMSA. Tu as pu voir beaucoup aussi d'ingénieurs d'Oreca qui étaient aussi là pour apporter leur soutien dans cette séance, où ils sont peut-être un petit peu moins présents qu'au début du développement. Alors d'abord, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, et puis on sait que c'était pas forcément les circuits bosselés pour les châssis Oreca, c'était pas forcément le point fort jusque-là de ce qu'on avait vu. Et on sait qu'Alpine a aussi beaucoup souffert en début d'année dernière. On l'a notamment vu à Imola, où pour aller vite, il faut vraiment utiliser les vibreurs, et ça avait été très compliqué pour eux, mais ils ont aussi bien progressé sur ce point. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ta question. Sinon oui, ils étaient encore assez nombreux. Après, c'est là où, comme disait Cyril Abitbou, c'était une très bonne chose, c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe, elle est toujours pas complète. Allez, de ce que nous disait Anouk Abadi, team manager de la formation coréenne, ils sont à 80-90%, ça y est, à être là. Mais pendant longtemps, ils ont été beaucoup moins, puisque ils ont recruté beaucoup aussi sur des équipes existantes, parce qu'ils voulaient s'appuyer sur l'expérience d'ingénieurs et de mécaniciens reconnus dans le milieu. Et donc, beaucoup ont été libres que mi-novembre, après la fin de la saison. On pense à notamment, ils ont pris des ingés perfo chez Porsche, ils ont pris un ingé perfo aussi chez Alpine. Pendant ce temps, avant que tout le monde arrive, c'est des ingénieurs et du personnel d'Oreca qui a assuré la transition. Donc là, ils étaient encore nombreux, mais petit à petit, en fait, il y en aura de moins en moins, même si la collaboration, bien évidemment, existera toujours, comme elle existe toujours entre Oreca Alpine et Oreca Acura. Et d'ailleurs, on sait que Genesis s'est installé à quelques centaines de mètres d'Oreca. Donc oui, pour répondre à ta question, ils étaient encore bien présents, et forcément, il y en aura de moins en moins au fil des séances. Bon, tu as déjà un petit peu répondu à une des questions suivantes, qui était effectivement l'architecture de l'équipe. Tu disais que l'équipe était complète à 80-90%. Est-ce que tu sens la synergie de ce que tu as pu voir? Notamment, on sait qu'il y a toutes les procédures d'arrêt, toutes les procédures d'utilisation de cette réglementation avec la voiture. Comment l'encadrement de Genesis voit le travail se développer? Tu parlais d'Anouk Abadi et aussi Gabriele Tarquini, le directeur sportif. Est-ce que la mayonnaise prend de ce que tu as pu voir et de ce que tu as pu entendre de la part de l'encadrement de Genesis? Justement, Anouk et Gabriele nous en ont longtemps parlé. Alors il faut savoir que c'est la première séance d'essai où il y a autant de monde, où il y a quasiment, encore une fois, toute l'équipe. Donc forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Il faut que la mayonnaise prenne. Après, tous deux nous ont martelé durant toute la journée que c'était l'humain qui primait. Ils voulaient vraiment un groupe solidaire qui travaille bien ensemble. Comme je vous le disais, il y a des gens il y a un ingé PIS qui vient de chez BMW, Team WRT, Bastien Noué. Il y a l'autre qui vient de Porsche Penske, Mathieu Leroy. Il y a un ingé perfo qui vient de chez Alpine. Tout ça, c'est des gens qui vont devoir apprendre à travailler ensemble. Ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Il y a quand même un signe fort, c'est le nombre de personnes issues du Porsche Penske Motorsport. Cyril Abitboul rigolait en disant Porsche nous a bien aidés. Effectivement, Porsche en partant a libéré des éléments clés et très expérimentés et talentueux, et notamment pas mal d'ingénieurs, de mécaniciens qui travaillaient jusque-là sur la Porsche numéro 6, qui a vraiment brillé ces 2 dernières années. Ils ont été champions du monde pilote en 2024, ils sont passés pas loin du titre en 2025, et ça, c'est sûr que ce sont des valeurs sûres, et ce seront des atouts non négligeables pour Genesis. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais voilà, là c'était la dernière séance d'essai 2025, mais il y en a encore prévu avant le début de la saison, et notamment on sait que l'équipe va aller au Qatar pour préparer la manche d'ouverture. Donc ce sera autant de temps pour toutes ces personnes pour commencer à travailler ensemble. Et puis bien sûr, ils vont tous se retrouver à l'atelier
dans le Var sur le circuit Paul Ricard. Justement, Thibaut, les prochaines étapes, on a vu pour notamment la numéro 17, 8000 km sur les 3 jours de roulage à Barcelone. Quel est un petit peu le calendrier qui attend le Genesis Magma Racing, puisqu'on sait qu'il y a cette fameuse homologation qui doit intervenir avant le début de saison. Combien encore de séances sont prévues? Est-ce qu'il y a déjà un planning qui est défini par l'équipe? Alors, combien de séances? Je ne peux pas répondre exactement à cette question parce qu'il faut savoir que quand la voiture n'est pas homologuée, en fait, ils peuvent rouler autant qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que là, depuis, c'est pas la première fois, mais Genesis roule avec 2 voitures et c'est assez rare. C'est assez rare, mais aussi, c'est aussi lié au fait que les constructeurs, encore une fois que les voitures homologuées sont vraiment, la réglementation est très stricte sur les essais. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la voiture, elle sera officiellement homologuée, définitivement, lors de son passage aux vérifications techniques avant les 1812 km du Qatar. Donc d'ici là, globalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, ce que je disais, c'est que même si aujourd'hui, ils trouvent un créneau en février qu'ils n'avaient pas prévu, ils le peuvent. Donc libre à eux de le faire. Donc en fait, il y a un programme, mais qui peut aussi être amené un petit peu à évoluer. Ce qui est sûr, c'est comme je disais, en tous les cas, il y aura 7 séances au Qatar qui sera très importante. Et Cyril Abitboul insistait aussi sur le fait que le prologue au Qatar, quelques jours avant la première manche, sera aussi excessivement important pour eux. Donc après, on sait que les semaines à venir et les mois à venir vont être très busy, très pleins pour l'équipe. Et c'est pour ça que globalement, il n'y a aucun pilote du Genesis Magma Racing qui participera aux 24 heures du Mans, alors que vous imaginez bien que quand on a dans l'effectif des Pipo Derani, des Paul Louchatin et des Mathieu Jaminet qui est champion IMSA GTP en sortant, forcément ils ont tous eu des propositions, mais ils ont décidé tous en accord avec le management de Genesis de se concentrer sur le développement de la GMR 001 en début d'année. On va donc les 24 heures de Daytona, puisque c'est évidemment la course dont tu voulais, bien sûr. dont tu voulais parler avec la manche d'ouverture de l'IMSA 2026 qui sera prévue les 24 et 25 janvier prochains. Thibaut, tu parlais effectivement du Qatar, de ce fameux prologue. Ça sera la première confrontation en piste avec le reste du peloton. C'est toujours difficile de se jauger par rapport à la concurrence quand on roule tout seul. Est-ce que l'encadrement de Genesis a fixé des objectifs où on reste sur de l'apprentissage pur et dur pour 2026? Non, ce sera d'apprentissage, ils veulent pas se fixer d'objectifs particuliers. Genesis arrive se donne les moyens de ses ambitions, clairement. Ils ont déjà énormément roulé, comme je disais, en plus avec 2 voitures, ils ont recruté de très très bons éléments. Maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, même Porsche Penske, avec tout ce qui est software, PPU management, ils ont un petit peu galéré au début la première année. Et pourtant, Dieu sait qu'on connaît l'expérience de Porsche et de Penske dans le domaine. Donc voilà, Genesis arrive avec une approche très humble, comme le répétait Jacques X, le conseiller de la formation coréenne. C'est vraiment, on part de zéro. D'ailleurs, c'était rigolo, on parlait de la livrée de la voiture et il nous disait, aujourd'hui, en fait, ils se cherchent un petit peu, ils savent pas encore ce qu'ils vont faire. Donc là, il y avait une noire et une argent métal qui roulait. On a aussi vu une version orange. Pour l'instant, rien n'est arrêté. Ça pourrait même être une livrée entre guillemets évolutive. Et on rigolait avec Jackie Higgs en disant l'avantage c'est qu'ils peuvent pas partir dans une livrée néo-rétro puisque de toute façon ça n'existe pas. Donc on risque pas de voir Genesis prendre une livrée qu'ils arboraient il y a 20 ans. Non, ils ont pas d'ambition particulière. C'est forcément allez, ils vont dire qu'ils visent le top 5, mais c'est surtout après, comme le disait Paul Louchatin à juste titre, ce sera une saison d'apprentissage, mais ça veut pas dire que des opportunités se présenteront pas, et quand les opportunités se présenteront, il faudra les saisir. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à voir Genesis ferrailler régulièrement aux avant-postes en 2026, mais quelques coups d'éclat ne sont pas à exclure, et voilà, ce sera apprentissage, je pense que c'est le bon terme. Je rebondis sur Jackie X, on le voit très présent, Thibaut, très présent dans les séances. On l'a vu au Mans évidemment avec la révélation de la voiture. Il y a plus qu'un rôle d'ambassadeur, visiblement on le voit beaucoup aux côtés des pilotes. C'est vraiment un rôle plus que d'ambassadeur. Plus qu'ambassadeur, d'ailleurs, moi je vois ça, c'est en tant que conseiller. D'ailleurs, je lui ai posé la question durant la séance, je lui ai fait à quel point vous avez eu votre mot à dire pour le recrutement des pilotes. On le sait, proche d'André Lauterer notamment. Et en fait, il dit, c'est toujours compliqué de savoir à quel point votre parole a du poids dans les discussions. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous a dit, j'en ai parlé, bien évidemment, j'en ai parlé. Après, à quel point mon avis a été pris en compte, ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est qu'en fait, c'est un petit peu, je sais pas comment dire, c'est un petit peu comme un Zidane dans le foot. C'est forcément quelqu'un que ses alter ego respectent pour son palmarès.
Et surtout, hein, vous voyez tous les André Lotterer, Pipo Derani, tous ces pilotes-là, ils le regardent avec des grands yeux, ils l'écoutent. Donc je pense quand même qu'il apporte une certaine expérience, il partage tout ça avec les pilotes. Et surtout, c'est ce qui est très agréable avec Jackie, qui a quand même, Monsieur Jackie, qui a quand même, qui va avoir 81 ans en janvier prochain. C'est que, honnêtement, il était là, il avait des étoiles plein les yeux. On a l'impression que c'était un gamin de 20 ans qui découvrait le truc, et c'était extraordinaire. Alors après, en plus, lui, il n'est pas, malgré un passé excessivement riche, il n'est pas du genre à regarder en arrière, et c'est pas du genre à dire c'était mieux avant, c'était différent. Et comme il disait, est-ce que vous avez déjà vu un championnat du monde avec autant de constructeurs? C'était jamais arrivé. Donc non, tu fais bien de le dire. C'est pas qu'un ambassadeur, et il est présent sur les séances d'essai. Il est présent lors des différents événements, et c'est un conseiller. Et je pense que ça va même plus loin que ça. En tous les cas, on sent vraiment que il est vraiment considéré au sein du Genesis Magma Racing bien plus qu'un ambassadeur, comme tu disais, peut l'être par un autre constructeur. Voilà, moi je pense que conseiller, c'est vraiment peut-être le bon terme qui lui irait le mieux. On va enchaîner Thibaut dans le nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info consacré au Genesis Magma Racing et à la récente séance d'essai organisée à Barcelone en Catalogne. Sur les pilotes, Thibaut, l'écurie a confirmé ces deux équipages il y a quelques semaines avant donc ces essais. Je le disais, André Lotterer, Pipo Derani, Mathis Jobert d'un côté, Mathieu Jaminet, Paul Louchatin et Dani Juncadella de l'autre. Petite précision, c'est Jamie Chadwick, Thibaut, qui a roulé à Barcelone sur la deuxième voiture avec Mathieu Jaminet et Dani Juncadella pour des questions contractuelles concernant Paul Louchatin. Comment toi tu vois cette composition des trios? On a vraiment l'expérience de André Lotterer et Pipo Derani d'un côté sur la voiture avec Mathis Jobert. On a la performance de Mathieu Jaminet, qui a aussi beaucoup d'expérience, tout comme Paul Louchatin et Dani Juncadella. C'est une répartition que tu juges logique, j'ai envie de te demander? Oui, je trouve que c'est pas mal. Alors après, déjà pour commencer, on a demandé à Gabriele Tarquini, le directeur sportif, qu'est-ce qu'il en serait des équipages à 2 ou à 3. Pour l'instant, c'est pas décidé parce que ça va dépendre aussi du niveau de la voiture quand elle va débuter en compétition, parce que s'il y a encore énormément de travail, ils vont peut-être privilégier sur les courses de 6 heures des duos pour s'appuyer sur les pilotes d'expérience. Donc là, pour le coup, ce serait des paires Lotterer, Derani, Jaminet, Chatin, pour pouvoir poursuivre durant les séances d'essai libre le développement de la voiture. Mais attention, il faut aussi préparer les 24 heures du Mans. Donc voilà, toutes ces décisions ne sont pas prises. En revanche, pour reparler de la composition des équipages, si on prend les 6 pilotes dans la globalité, c'est chouette parce qu'on a un pilote qui est vraiment, comme Jackie X l'appelle, le grand frère. C'est André Lotterer, qui oui a quand même plus, sa carrière est plus derrière lui que devant, même si il y a 2 ans il a encore été titré champion du monde d'endurance, il ne faut pas l'oublier. Et on a un Pipo Derani qui commence à avoir réussi beaucoup d'expérience, mais qui est vraiment encore au pic de sa forme, comme Mathieu Jaminet et Paul Louchatin qui l'ont prouvé cette année. Et après, on a 2 profils un peu plus rookies. Alors on a Dani Juncadella qui a une grosse expérience du GT, et on a Mathis Jobert qui pour le coup est issu de la Porsche Carrera Cup et qui a débuté en LMP2. Donc ils sont tous des profils très différents. Je dirais que Mathis Jobert forcément est celui qui fait le plus parler, et Gabriele Tarquini le reconnaissait. À la base, ils avaient peut-être pas l'intention de le promouvoir aussi vite. On s'attendait certainement à ce qu'il fasse une deuxième saison dans le trajectory programme de Genesis, donc en ELMS avec une LMP2 aux couleurs de Genesis engagée par Idexport. Et en fait, il a tellement bluffé tout son monde cette année que ils ont décidé de le faire, de le promouvoir tout de suite. Même lui disait qu'il s'attendait peut-être plus l'année prochaine à avoir un rôle de réserviste que de titulaire. Mais il a été très bon. C'est quelqu'un qui a la tête très bien faite, qui continue d'ailleurs en parallèle ses études d'ingénieur. Comme il le disait lui-même, en fait, comme l'année 2026 sera une année d'apprentissage, c'est maintenant qu'il faut le promouvoir. Comme ça, il va pouvoir s'aguerrir pendant 1 an. Et clairement, en 2027, où là, on attendra forcément des résultats, il aura déjà une saison derrière lui au volant de la GMR 001. Apparemment, de ce que nous ont dit ses compères, notamment Gabriele Tarquini, depuis qu'il a mis les fesses dans la voiture, je crois qu'il n'est pas sorti une seule fois, il n'a fait aucune erreur. Donc c'est vraiment une super recrue, et c'est super de voir un grand constructeur faire confiance à un tout jeune pilote. Après, je vais passer à Dani Juncadella. C'est intéressant parce que Dani, il est plus âgé, il a une grosse expérience du GT, et il faut pas la sous-estimer. On sait que notamment chez Porsche, en fait, quand le programme 963 a débuté,
c'est presque les pilotes GT qui s'en sont le mieux sortis que les pilotes LMP1. Et d'ailleurs, André Lotterer nous l'a confirmé, hein, lui qui sortait qui a conduit les Audi R18 et Porsche 919 LMP1. Hein. C'était presque plus compliqué pour eux que pour des Kevin Estre, des Mathieu Jaminet, parce qu'en fait, une hypercar aujourd'hui, ça reste quand même une grosse GT, c'est lourd, donc c'est quand même très différent. Donc, Dany, voilà, sans surprise, il va s'y faire. Il va s'y faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mathieu et encore une fois, Mathieu et Paul Loup, ils sont au sommet de leur carrière. Hein. Ils sont au sommet de leur carrière. Il y a rien à dire et ils allient autant expérience que point de vitesse. Donc ce sera intéressant. Non, globalement, je trouve que le recrutement a été intelligemment mené. Tout à l'heure, on parlait du désir des pilotes et des équipes de se concentrer sur le développement de la voiture au début 2026. C'est aussi la raison pour laquelle un Stoffel Van Dorn, par exemple, n'a pas été conservé. Il était pressenti pour faire partie de l'effectif. Et finalement, comme il a toujours des velléités de Formule E, Cyril Abiteboul nous a confirmé qu'il voulait vraiment des pilotes qui soient concentrés sur l'endurance. Et en fait, voilà, après, ça a été du pain béni. Hein, ça fait longtemps qu'il discutait avec Mathieu Jaminet, qui était clairement une de leurs cibles prioritaires. Mathieu aurait dû arriver un peu plus tard, mais les planètes se sont alignées. Porsche a arrêté et donc ils en ont profité pour le recruter un petit peu plus tôt que prévu, ce qui permet à Mathieu de faire partie du développement dès le début et ça pour le coup c'est une très bonne chose. Est-ce que le Genesis Magma Racing a abordé le sujet du trajectory programme, hein, comme tu l'évoquais pour la prochaine saison? On sait que Jamie Chadwick, qui sera réserviste de l'équipe WEC, devrait être également impliqué dans ce trajectory programme pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a déjà des pilotes ou des noms qui reviennent un petit peu? C'est pas encore arrêté de la part de Genesis? Non, alors de toute façon, donc comme ils l'ont déjà dit, hein, le programme va repartir, ce sera sur de l'ELMS avec une LMP2, très probablement avec Idexport. Jamie Chadwick a été confirmé. Alors, comme nous l'a dit Cyril Abiteboul, l'année dernière, ce trajectory programme, il a servi à tester des pilotes, et notamment à Mathis Jobert. Mais par contre, il a surtout permis de former des mécanos, former des ingénieurs qui devaient s'aguerrir au joutes de l'endurance et qui découvraient la discipline. Alors forcément, l'année prochaine, ça va être un petit peu différent. Ce sera principalement pour les pilotes, puisque tous les ingénieurs et les mécanos qui ont été formés durant l'année 2025, eux, ils sont passés sur le programme Hypercar, donc ils vont pas leur rajouter encore un programme P2 par-dessus. Donc tout ce qui est les Mathieu Leroy, les Justin Taylor, tout ça, ils vont pas être impliqués là-dedans. Donc ce sera plus basé sur les pilotes. Donc on aura Jamie Chadwick, on aura Valerio Rinicella. Qui devrait certainement être intégré à l'effectif, mais c'est pas dans le but de le promouvoir en hypercar dans un futur proche. Aujourd'hui, c'est pas l'idée. Ils ont leur pilote et donc c'est pas forcément l'idée. Et par contre, il y a quelque chose qui devrait être révélé sous peu. C'est une connexion avec la Corée. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le seul pilote coréen de renom, c'est Jack Aitken. Pour des raisons diverses et variées, ils ont discuté avec Genesis, mais il ne fait pas partie de l'effectif et il est aujourd'hui chez Cadillac. Mais il y a une vraie volonté de travailler avec la Corée pour ramener des pilotes coréens au plus haut niveau. Donc ça c'est très intéressant et il y a une espèce de passerelle qui va être mise en place. Comment va-t-elle se matérialiser? Les infos sont encore à dévoiler, on ne les a pas. Mais voilà, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sur 2026, il faut s'attendre à un trajectory programme plus centré sur les pilotes, continuer à faire grandir Jamie Chadwick. Mais c'est plus, encore une fois, basé sur un recrutement à moyen terme plus qu'à court terme. Et il y a fort à parier que le troisième homme de l'équipage, ou la troisième femme, je ne sais pas à qui ils vont faire confiance, ce sera quelqu'un pour le coup plus expérimenté et qui ne sera pas lié directement au trajectory programme. Thibaut, en corollaire aussi, on sait que Genesis regarde largement du côté du GT3 et donc du LMGT3 pour ce qui concerne le WEC. On les a vus dévoiler un concept de voiture grand tourisme ces dernières semaines. Est-ce que le sujet a été abordé avec l'encadrement de Genesis sur cette possible arrivée en GT3 à terme? Oui, c'est effectivement quelque chose qui a été un peu évoqué, même dans des communiqués de presse, quand ils ont dévoilé cette auto en disant que ça pouvait être les prémices, ça pouvait servir de base à une GT3. Pour l'instant, en croire Cyril Abiteboul, rien n'est entériné, rien n'est décidé. Ils ont déjà largement à faire avec ce programme Hypercar qui les occupe énormément. Voilà, c'est ce qu'il disait, on a envie de dire, ce serait la logique, c'est une belle catégorie qu'on voit aux quatre coins du monde, mais au moment où on se parle, il n'y a rien d'entériné à 100%. Thibaut, le dernier grand sujet, c'est forcément l'IMSA. On sait que Genesis est la marque premium un petit peu phare du marché américain pour le groupe Hyundai. L'IMSA n'a pas été le choix premier de Genesis Magma Racing pour son programme. Ils ont fait le choix d'arriver en championnat du monde d'endurance et donc aux 24 heures du Mans.
Mais on sait que Genesis vise forcément à terme l'IMSA. Vous avez pu le lire sur Endurance Info ces dernières heures, mais Thibaut, l'IMSA sera au menu. Par contre, l'articulation n'est pas encore totalement définie. Non, voilà, hein, donc ce sera au mieux 2027. C'est un petit peu ce que disait Cyril Abitboul. Pour l'instant, ils ont un certain plan de marche. Il a été très respecté, même si on sait que l'homologation a été repoussée. Mais tant mieux, ils ont le temps. Donc encore une fois, j'en profite d'ailleurs pour préciser quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure. L'homologation de la voiture avec le passage au wind tunnel à Windshear à la soufflerie doit se faire 2 mois, au pire 2 mois avant la première course. Donc ce sera tout début de l'année prochaine, hein, premier mois durant le mois de janvier. Mais voilà, juste pour revenir sur l'IMSA, donc c'est un petit peu le seul compromis qu'ils ont fait. Ils ont annoncé très rapidement l'IMSA en 2027. En fait, ils se sont vite rendu compte que c'était certainement prématuré. Comme dit Cyril Abitboul, si c'est pour envoyer une voiture en IMSA qui est pas fiable et qui marche pas, ça sert à rien. En plus, l'IMSA, ça commence très tôt dans l'année, c'est début janvier avec les 24 heures de Daytona. C'est une course qui est compliquée, c'est un double tour d'horloge. Donc en fait, voilà, ils ont préféré jouer la prudence. Ils jouent la prudence parce qu'ils veulent s'appuyer sur une écurie qui connaît parfaitement l'IMSA, là où en WEC, ce sera une écurie en interne, mais Abitboul, de façon très humble, dit on n'a pas les connaissances là-bas, c'est tellement spécifique qu'il vaut mieux s'appuyer sur des gens qui l'ont. Il a été, à un moment, ils se sont dit est-ce qu'on débute début 2027 avec une seule voiture, rejoint en cours de saison par une seconde Non, finalement, ils se sont dit on va mettre les 2 voitures en même temps. Par contre, aujourd'hui, ils visent plutôt les 6 heures de Watkins Glen, donc ça veut dire quand même faire l'impasse sur le tout début de saison 2027 pour optimiser le travail et arriver gentiment, doucement, en milieu de saison et pouvoir attaquer 2028 avec de vraies ambitions. Le choix d'écurie d'exploitation n'a toujours pas été fait. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que par contre des candidats se dégagent ? Oui, en fait, il y a eu surtout, je pense que, honnêtement, et nous, pour aller dans les paddocks américains, je peux vous dire que j'ai vu Cyril Abitboul sortir de moult motorhomes. On sait qu'il y a un moment, il y a Pratt et Miller qui a beaucoup été cité, il semblerait qu'il soit plus dans la boucle. Donc en fait, la liste diminue. AO Racing aussi, ça aurait été pas mal une Genesis Dinosaur. Non, je rigole. Non, mais voilà, AO Racing apparemment est aussi sorti de la liste. Le nom qui revient aujourd'hui, forcément, hein, c'est Brian Herta Autosport, qui est le bras armé de Hyundai en tourisme sur le continent nord-américain. On sait qu'ils arrivent qui sera en LMP2, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Qui sera en LMP2 l'année prochaine avec PR1 et clairement ils l'ont pas caché, hein. Leur intention c'est de draguer Genesis pour 2027 et pour être leur représentant dans la catégorie GTP. C'est un candidat sérieux sans nul doute. Après il y en a d'autres parce qu'on parle beaucoup d'écuries américaines, mais aujourd'hui TDS ils ont quand même une grosse expérience de l'IMSA. Ce serait quand même, ça peut être aussi pourquoi pas une option. Là j'ai pas d'informations, hein. C'est Thibaut Villemont, le journaliste, qui parle. C'est un ressenti. Non, mais c'est voilà, un ressenti. Voilà, en fait, on a une équipe française qui est basée dans le sud de la France, donc ça peut peut-être faciliter les communications. Et c'est une équipe qui se bat pour le titre en LMP2 tous les ans, donc le championnat n'est plus aucun secret pour eux. Voilà, on peut penser à plein de choses. Je pense que Ganassi n'est plus dans la boucle non plus. Donc petit à petit, la liste diminue, elle se diminue. Et Cyril Abitboul nous disait que son objectif, c'était de prendre une décision au premier trimestre 2026. Donc voilà, ça va se jouer dans les mois à venir. Mais clairement, si l'IMSA est important, si on sait à quel point le marché américain est important pour la marque Genesis, on sent clairement qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité et ils veulent surtout, comme disait Cyril Abitboul, sécuriser une entrée correcte en WEC, être prêt le plus vite possible. Et puis après, si ça roule, le reste ça roulera. Il y a pas de souci. Mais voilà, je trouve ça plutôt même intéressant qu'ils fassent les choses les unes après les autres. On sait que Porsche au final aujourd'hui, on leur pose la question. Ils ont décidé de faire un programme avec Penske, donc s'allier à une écurie extérieure. La même année, donc en 2023, ils ont déjà décidé de vendre des voitures à des écuries clientes. Ils se sont lancés en WEC et en IMSA et au final, honnêtement, ils le disent eux-mêmes, on s'est perdu. On était sous l'eau et au final, si c'était à refaire, ils referaient différemment. Donc je trouve ça très bien la démarche de Genesis de vouloir faire les choses les unes après les autres. Voilà, on commence le WEC, on fait les choses correctement et après on va y aller pas à pas et on verra l'IMSA et on va y entrer gentiment. Ça sert à rien d'aller à Daytona pour casser au bout de 2 tours. Thibaut, tu suis le WEC depuis plusieurs années. Tu as l'habitude de voir ces nouvelles structures arriver au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu marqué durant ces journées d'essai à Barcelone que tu as pu suivre? Un élément que tu as senti dans le bon sens pour l'équipe Genesis avant son entrée officielle en mondial l'an prochain?
Voilà, c'est dur, c'est sûr. Comme disait Jackie, X, on est au pied d'une montagne qui est sacrément, sacrément élevée, hein. En revanche, je trouve que j'ai la sensation qu'il y a les bons éléments. Et notamment, on sent que Justin Taylor, qui est le chef ingénieur, va être un élément excessivement important dans l'effectif. Justin, c'est quelqu'un qui a une expérience absolument incommensurable, hein, de l'endurance. Il a été, on l'a découvert chez Audi Sport en tant qu'ingé perfo. Il a gagné 2 fois Le Mans. Il est passé chez Ferrari. Il a gagné en 2023 en tant qu'ingé course sur la 499P numéro 51. Il a été chez Ganassi, chez JDC. Il a gagné Sebring. C'était l'ingénieur du trio français quand ils ont gagné sur la Cadillac avec Sébastien Bourdet, Loïc Duval et Tristan Vautier. Il est passé en IndyCar. Sébastien Bourdet a adoré bosser avec lui. Il l'a emmené en IndyCar avec lui. Il est passé chez Ganassi en faisant du WEC avec Cadillac et Ganassi voulait encore en faire cette année l'ingénieur de Kyffin Simpson. Donc c'est un mec qui a une énorme expérience d'endurance, qui est bourré de talent. Honnêtement, c'est un des ingénieurs, je pense, les plus prisés du paddock avec Jérôme Moore, qui a été recruté récemment par Cadillac. Et ça va être un atout absolument non négligeable. En plus, Justin, il a pour lui de connaître le WEC, il a pour lui de connaître l'IMSA. J'ai même pas cité, il a été aussi très important, hein, quand Rebellion était en LMP1, hein, c'était vraiment lui le leader technique. Et derrière, il en réfère à François-Xavier Demaison, alors qu'il n'était pas à Barcelone, hein, qui a énormément de travail à faire aujourd'hui sur le WRC. Clairement, l'avenir de Hyundai en WRC est encore flou, et il leur faut performer, il leur faut faire des bons résultats en 2026, parce que sinon tout va s'arrêter. Donc là aujourd'hui, on sait qu'en 27, Thibaut, le règlement technique du WRC change. Donc effectivement, cette année 2026 est charnière pour le WRC en plus du programme WEC. Voilà, donc François-Xavier Demaison, lui, est directeur technique de Hyundai Motorsport, dont fait partie Genesis Magma Racing. Et là, aujourd'hui, il est très sur le rallye. Mais il peut s'appuyer sur vraiment un personnage d'une énorme qualité qui est Justin Taylor et qui, pour moi, sera un des rouages essentiels. Donc ça, ce sera super intéressant. Donc voilà, des bons éléments, comme je disais, toutes ces personnes qui ont œuvré au succès de la Porsche numéro 6 en WEC, qui sont là. On a aussi, en fait, on a plein de liens, c'est assez rigolo. Après, on va dire, le paddock, c'est un petit milieu, mais on a André Lauterer qui retrouve Justin Taylor avec lequel il a gagné les 24 heures du Mans, qui retrouve ses mécanos et ses ingénieurs avec lesquels il a gagné le WEC en 2016. Et puis Poderani, il a aussi fait une course avec Justin Taylor. On a des liens un petit peu partout et c'est assez rigolo. On a Mathieu Jaminet qui s'est battu contre Paul Louchatin en F4 en 2010. On en rigolait justement jeudi soir. Donc c'est mercredi soir, pardon. Donc en fait voilà, il y a plein de liens. Tout le monde il faut que tout le monde apprenne à travailler ensemble, mais tout le monde se connaît déjà un peu. Donc c'est là-dessus, c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, aujourd'hui c'est dur, mais je pense qu'il y a les moyens et les personnes pour avancer. Et ça, ce sera très intéressant. Et voilà, je voulais terminer là-dessus. Je pense que c'est quand même encourageant. La montagne est haute, mais je pense que ils ont tous les épaules pour la gravir. Thibaut, Genesis Magma Racing donc était le menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info avec les derniers essais 2025 de la GMR 001 Hypercar avant son arrivée en championnat du monde d'endurance l'année prochaine dès les 1812 km du Qatar en mars 2026. La première épreuve du championnat du monde d'endurance sur laquelle évidemment Endurance Info se rendra pour vous faire vivre comme d'habitude au plus près de l'action le retour du WEC après une saison 2025 conclue cette année par la domination de Ferrari avec les titres constructeurs et pilotes. On verra donc si le cheval cabré sera en mesure de défendre ses titres. Thibaut, merci pour ce tour d'horizon de la séance d'essai de Genesis Magma Racing qui nous avait conviés. On les en remercie pour ces coulisses un petit peu. C'est toujours intéressant de voir le travail justement des équipes en plein développement. Thibaut, on se donne rendez-vous rapidement dans un nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Ciao à tous.